Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir le jour où ma propre fille me regarderait dans les yeux et me demanderait de quitter la maison que j'avais aidé à construire de mes mains calleuses et de mon cœur débordant d'amour. Mais c'est arrivé. Et cela s'est produit comme pour tant de mères qui se sont trop données et qui, à la fin, ont vu leur amour mesuré à l'aune de la commodité. Un jour, j'étais mère. Le lendemain, j'étais devenue un fardeau. Simplement parce qu'un nouvel homme était apparu et avait trouvé que je gênais. Et avant de vous raconter cette histoire, le cœur encore serré, répondez-moi dans les commentaires. D'où me regardez-vous? Je veux savoir où ma voix parvient. Et si cette histoire vous touche d'une façon ou d'une autre, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, car il y a tant de choses que le monde doit encore entendre. Et peut-être retrouverez-vous un peu de votre histoire dans la mienne. Je m'appelle Madeleine. Je suis née en 1958, dans un petit village de Normandie. J'ai grandi en apprenant à cuisiner sur une cuisinière à bois, à prier avant de dormir et à respecter ceux qui nous mettent au monde, même quand le monde est trop petit pour y rêver. Je me suis mariée jeune, comme le voulait la coutume. J'avais 17 ans quand j'ai passé l'alliance au doigt, la tête pleine de promesses. Le mariage a duré ce qu'il a pu. J'ai eu 2 enfants, un garçon qui s'est perdu dans l'alcool avant ses 30 ans, et une fille, Sophie, qui a toujours fait ma fierté. Intelligente, studieuse, pleine de projets. Quand son père est parti pour de bon, j'ai rassemblé tout mon courage et je me suis débrouillée. Je suis devenue couturière, pâtissière, femme de ménage, blanchisseuse. Je ne me suis jamais plainte, parce que chaque centime qui rentrait était pour elle, et elle me le rendait par sa tendresse, ses bonnes notes, sa façon douce de m'embrasser à la fin de la journée en me disant « Maman, un jour, je t'offrirai une belle maison pour que tu puisses te reposer. » Et un jour, elle l'a fait, ou semblait l'avoir fait. Quand Sophie a décroché un emploi stable à Paris, elle m'a appelée toute excitée. Elle m'a dit qu'elle louerait un bon appartement avec 2 chambres et que j'irais vivre avec elle, que je méritais le confort, qu'elle voulait prendre soin de moi, comme j'avais pris soin d'elle. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait ma valise avec plus d'émotion que de vêtements. J'ai emporté mes livres de recettes, un plaid au crochet hérité de ma mère et une photo de la famille encore entière. Je suis arrivée dans la grande ville en tremblant d'émotion. Sophie m'a accueillie avec un large sourire. Et moi, naïve, j'ai cru que c'était là que ma vieillesse trouverait le repos. Et pendant un temps, ce fut bon. Je m'occupais de la maison, je cuisinais, je mettais tout en ordre. Sophie travaillait toute la journée, mais rentrait toujours avec un baiser sur le front et des histoires du bureau. C'était notre routine, simple et bien à nous. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il s'appelait Thomas, tiré à 4 épingles, trop poli. Il est venu un dimanche avec une bouteille de vin et un cadeau coûteux. Sophie me l'a présenté comme son petit ami, et moi, en mère qui ne veut que le bonheur de sa fille, j'ai souri et ouvert la porte. Les premières semaines, tout s'est bien passé. Thomas était gentil. Il m'appelait Madame Madeleine, complimentait ma cuisine, aidait à porter les courses. Mais il a suffi qu'il commence à passer plus de temps chez nous pour que je remarque les regards, les pauses au milieu des conversations, les portes trop fermées, les chuchotements. Et Sophie a commencé à changer. Elle ne me demandait plus mon avis. Elle ne m'invitait plus à dîner avec eux. Elle a commencé à s'irriter pour des petites choses. Un torchon mal placé, un commentaire innocent, un soupir trop long. Un jour, sans prévenir, elle m'a dit « Maman, Thomas pense venir habiter avec moi, avec nous. Mais l'appartement est trop petit. » J'ai acquiescé, essayant de comprendre où elle voulait en venir. Et il pense que ce serait peut-être mieux que tu passes un peu de temps chez tante Jeanne, à la campagne, pour te reposer. Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais ce ton. C'était celui qu'on utilise quand on veut faire passer une dure vérité avec une voix douce.
Je dérange, Sophie ?» Elle a hésité. Thomas, qui était à côté, s'est empressé. « Mais non, Madame Madeleine, vous êtes formidable. Mais Sophie a besoin d'espace, et vous avez déjà tant vécu, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas profiter d'un endroit plus calme, avec des gens de votre âge, mon âge? Moi qui me levais encore avant tout le monde pour préparer le café, qui nettoyait toute la maison, qui cuisinait, qui raccommodait ses vêtements sans qu'elle s'en aperçoive. Mon âge? Je suis restée muette. Elle n'a pas insisté, comme si c'était naturel. 2 jours plus tard, ma valise était faite. La même valise avec laquelle j'étais arrivée pleine d'espoir portait maintenant la honte, la déception et un nœud dans la gorge qui m'empêchait de dire autre chose que d'accord. J'ai pris le train pour la maison de Jeanne sans regarder en arrière. Et c'est sur la route, la tête appuyée contre la vitre et les larmes retenues dans la poitrine, que j'ai compris. Ma fille ne voulait plus de moi. Et tout cela parce qu'un homme qui me connaissait à peine avait trouvé que je gênais. La maison de Jeanne était simple mais chaleureuse. Une vieille maison de village en Normandie, avec des fenêtres qui grinçaient au vent et une cuisine qui sentait encore les épices maternelles. Elle m'a accueillie avec affection, mais avec un regard que je connaissais bien, celui de quelqu'un qui veut réconforter, mais ne sait pas exactement quoi faire de la tristesse des autres. Reste aussi longtemps que tu veux, Madeleine. Ici, il y a de la place, du café, de la tranquillité. Je ne promets pas le silence, car l'âge ne m'a pas enlevé l'habitude de parler fort, dit-elle, essayant de m'arracher un sourire. Mais je n'ai pas souri. Pas ce jour-là, ni les jours suivants. Je me sentais déplacée, comme une invitée qui a oublié de partir. Jeanne essayait de m'inclure, m'emmenait au marché, me présentait aux voisines, mais mon corps ne suivait pas. J'étais là physiquement, mais mon âme se traînait encore dans le train, ce dernier jour où Sophie s'est détournée de moi. J'ai essayé d'appeler. 2 fois. Une fois, je suis tombée sur la messagerie. L'autre fois, elle a répondu d'une voix sèche. « Salut, maman. Tout va bien? »« Oui, ma chérie. Je voulais juste savoir si tu allais bien aussi. »« Oui, ça va. Je suis au supermarché là. Je te rappelle plus tard. » Elle n'a jamais rappelé. Après cela, j'ai arrêté d'essayer. Le temps a passé. J'ai fait ce que je pouvais pour ne pas laisser la tristesse prendre racine. J'ai aidé Jeanne avec le linge. J'ai commencé à faire du pain maison. J'ai récupéré de vieux morceaux de tissu et cousu un patchwork coloré, juste pour me rappeler que j'étais encore capable de transformer des morceaux en quelque chose de beau. Mais chaque soir, quand la maison se taisait, je m'allongeais sur le lit et regardais le plafond. Et dans cette solitude de draps empruntés, je pleurais. Des pleurs qui n'étaient pas bruyants, mais qui venaient du fond. C'était la douleur d'avoir été échangée, jetée, ignorée par la seule personne que j'avais juré d'aimer pour toujours, même quand elle ne savait pas encore ce qu'était l'amour. Jeanne l'a remarqué. Et un jour, elle s'est assise à côté de moi avec 2 tasses de tisane et a dit « Madeleine, on n'élève pas un enfant pour qu'il nous appartienne, mais on ne l'élève pas non plus pour être jeté. » Je l'ai regardée, les yeux usés à force de tout supporter en silence. Je voudrais juste comprendre où j'ai fait erreur. Parfois, l'erreur n'est pas la nôtre, c'est la leur, qui n'ont pas appris à reconnaître l'amour qui n'exige rien en retour. Nous sommes restés en silence. Et dans ce silence, j'ai accepté une chose qui faisait plus mal que n'importe quelle expulsion. Ma fille ne me voyait plus comme sa mère. Elle me voyait comme un poids. Mais le destin a une étrange façon de tourner la page quand on pense que le livre est terminé. Un jour, Jeanne est revenue du marché avec un sac de tissu et une idée. Et si on ouvrait un petit stand? Vendre ton pain, tes broderies, tes pâtisseries. Ici, sur la place du village, tu as encore tant à offrir, Madeleine. Tu as juste besoin de t'en souvenir. J'ai reculé. J'avais honte, peur du jugement, des regards. Tu plaisantes, Jeanne, vieille comme je suis.
Vieille, pas du tout. Tu es tradition. Et la tradition ne vieillit pas, elle s'améliore. Et c'est ainsi, avec plus d'encouragement que de courage, que j'ai commencé. Nous avons installé une table simple, avec une nappe à carreaux, quelques bocaux en verre et les pains dorés que j'avais appris à faire seule quand Sophie était encore petite. Le premier jour, j'ai tout vendu, le deuxième aussi. Le troisième, les commandes ont commencé à arriver. Des gens qui disaient « Ce pain a le goût de celui de ma grand-mère. Cette pâtisserie me rappelle la maison de ma mère. » Et moi, qui me sentais oubliée, je suis devenue un souvenir vivant dans la bouche d'étrangers. J'ai repris courage. J'ai commencé à me lever plus tôt, à sortir de la maison avec envie, à revenir avec des histoires. Jeanne riait. « Tu vois, tu n'es pas un poids. Tu es du levain. Là où tu arrives, la pâte lève. » Et je riais aussi, toujours avec les yeux marqués, mais avec l'âme qui recommençait à se réchauffer. Avec le temps, mon stand est devenu un lieu de rencontre. Les jeunes venaient discuter. Les dames amenaient leurs enfants pour goûter le pain de Madame Madeleine, et même la radio locale m'a invité pour une interview. J'ai peu parlé, mais suffisamment pour raconter que, même après avoir été mise de côté, une femme peut encore fleurir. Sophie n'est pas venue, elle n'a pas appelé non plus, mais une de ses voisines, par coïncidence, était de passage dans le village et m'a reconnue. « Madame Madeleine, je vous connais, j'habite dans le même immeuble que Sophie. Elle va bien. Mais elle ne parle pas beaucoup de vous. On demande et elle change de sujet. J'ai avalé difficilement, mais je n'ai rien demandé. Parce qu'à ce moment-là, je savais que mon histoire prenait désormais un autre chemin. Et peut-être que Sophie avait besoin de plus de temps pour comprendre ce qu'elle avait fait. Un dimanche après-midi, je me suis assise avec mon carnet et j'ai écrit « J'ai été chassée de chez ma fille. Mais maintenant, chaque jour, je suis accueillie avec des sourires sur la place du village. Peut-être que ce n'est pas la maison qui nous fait sentir chez nous. Peut-être est-ce l'affection. » Et ce jour-là, je me suis endormie sans pleurer. Sur cette petite place où le soleil frappait fort le matin et où les bancs en ciment gardèrent des histoires que plus personne n'écoutait, je me suis retrouvée. J'ai commencé à comprendre que même après avoir été jetée dehors, comme on pousse un vieux meuble qui encombre le salon, je pouvais encore être utile. Non pas comme cette utilité qu'on attend de nous quand nous sommes jeunes, mais comme une présence, comme une mémoire vivante, comme la saveur d'une chose bonne qui a traversé le temps. Les gens venaient de plus en plus nombreux, et avec eux venaient aussi des histoires, certaines si semblables à la mienne qu'elles me coupaient le souffle. Des mères écartées par leurs enfants à cause de gendres et de belles-filles, des femmes qui avaient élevé des petits-enfants, puis avaient été oubliées dans des chambres sans fenêtres. L'une d'elles, Madame Suzanne, s'est assise avec moi après avoir acheté 2 pains et m'a dit « Vous savez, Madame Madeleine, un jour ma fille m'a dit que ma voix perturbait l'harmonie de la maison, que je donnais trop mon avis, et je voulais juste aider. J'ai pris sa main. Parce qu'à ce moment-là, nous n'étions plus 2 femmes séparées par nos histoires. Nous étions le reflet l'une de l'autre. Et ce type de connexion, cela ne s'achète pas avec de l'argent. Cela se construit avec une douleur partagée. C'est de là qu'est venue l'idée de créer un groupe. Cela a commencé petit, avec 3 ou 4 dames qui se réunissaient autour de mon étal après le marché. Chacune apportait un tabouret, une tisane et un souvenir amer. C'était comme une thérapie sans blouse blanche, avec le rire et les pleurs marchant main dans la main. Nous avons baptisé le groupe Les Voix de la Place. Jeanne riait, disant que j'étais devenue la psychologue du village. Mais au fond de moi, je savais, c'était ma guérison. Chaque histoire que j'écoutais, chaque étreinte serrée, était un point de plus cousu dans cette partie de ma poitrine que Sophie avait laissé défaite. Avec le temps, le groupe s'est agrandi. Nous avons obtenu un espace au centre communal. Nous avons organisé des après-midi de crochet, des ateliers de mémoire, des séances d'écriture de lettres à des enfants qui ne seraient peut-être jamais envoyés, mais qui devaient être couchés sur papier. Là, il n'y avait pas de jugement, juste de l'écoute. Et l'écoute, ma fille,
vaut plus que n'importe quel cadeau de fête des mères. Un jour, j'ai reçu une enveloppe avec mon nom écrit d'une écriture que je connaissais. C'était de Sophie. Mes doigts ont tremblé avant de l'ouvrir. La lettre était courte. Maman, j'ai entendu parler de ton petit stand, des dames, des interviews. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai pensé à toi hier soir. Ta présence me manque à la maison. Le café me manque. La façon dont tu me couvrais, même quand je disais que je n'en avais pas besoin. J'espère que tu vas bien. Il n'y avait pas d'excuses, ni de promesses, mais il y avait du sentiment, et cela, venant d'elle, était bien plus que ce que j'espérais. J'ai montré la lettre à Jeanne qui m'a regardée avec ce regard que seule une sœur peut comprendre. Tu vas lui répondre? Pas encore. Parfois, le silence enseigne plus que la réponse. J'ai gardé la lettre dans le carnet où j'écrivais mes mémoires et j'ai continué. Parce que maintenant, j'avais un engagement envers la vie. Et c'est la vie qui a apporté une surprise inattendue. Un journaliste de Paris est venu au village faire un reportage sur des femmes qui se réinventent au troisième âge. Quelqu'un lui avait parlé de moi, de mon histoire, des voix de la place. Il est arrivé avec un petit carnet à la main et des yeux de quelqu'un qui voulait comprendre, mais ne savait pas par où commencer. « Madame Madeleine, comment vous sentez-vous en sachant que vous êtes devenue une référence ?» J'ai souri. « Je ne suis rien devenue, là, monsieur. J'ai simplement refusé d'être oubliée. Le reportage a été diffusé. Et le lendemain, ma fille a appelé. »« Maman ?» Sa voix était différente, moins assurée, plus vraie. « J'ai vu le reportage, dit-elle. Et j'ai pleuré. Beaucoup. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé continuer. Je pensais faire ce qui était juste, donner de l'espace à ma vie. Mais je crois que j'ai retiré de ma vie la seule personne qui m'ait vraiment aimée, sans rien attendre en retour. J'ai respiré profondément. Et maintenant, j'aimerais te voir. Je peux? J'ai mis du temps à répondre, non par rancune, mais parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais besoin de m'écouter avant d'écouter les autres. Tu peux, mais ne viens pas avec hâte, parce que je ne suis plus la même. Elle a compris. Nous nous sommes retrouvés sur la place, quelques jours plus tard. Sophie était plus mince, les yeux creusés, sans maquillage. Elle apportait des fleurs, et sur son visage, une culpabilité qui ne se cache pas même avec un parfum coûteux. Elle m'a étreinte. Et moi, je l'ai étreinte en retour. Non pas parce que tout était pardonné, mais parce que l'amour, même blessé, a des racines plus profondes que la rancœur. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté que sa relation avec Thomas était terminée, qu'il voulait tout contrôler, qu'un jour, elle s'est regardée dans le miroir et ne s'est plus reconnue. « Maman, j'ai cessé d'être ta fille pour essayer d'être la femme d'un homme qui ne savait pas ce qu'était le respect. Et maintenant, je veux essayer d'être ta fille à nouveau, si tu me le permets. » Je l'ai serrée dans mes bras, encore, parce qu'on ne refuse une étreinte que lorsque le cœur ne ressent plus rien, et le mien ressentait encore. Elle a commencé à me rendre visite régulièrement. Elle aidait au stand. Elle écoutait les voix de la place. Elle pleurait avec les histoires. Elle riait avec les dames. Et peu à peu, elle redevenait ma petite fille. Un jour, elle m'a apporté un cadeau. Un tablier brodé avec les mots « Madame Madeleine, la femme que personne n'a fait taire ». Ce soir-là, j'ai écrit « J'ai été chassée de chez moi par celle que j'aimais le plus. Mais j'ai retrouvé ma place en moi-même. Et maintenant, s'ils veulent m'écarter à nouveau, ils devront m'arracher tout entière. » Avec le temps, Sophie est devenue partie intégrante de la place. Non plus comme la fille de Madame Madeleine, mais comme Sophie elle-même, une femme qui avait aussi été brisée, qui s'était aussi tue, qui apprenait aussi à vivre en dehors de l'ombre des autres. Les dames du groupe l'ont accueillie avec cette tendresse que seules celles qui ont pleuré de la même façon savent offrir. Et elle, qui auparavant marchait avec hâte et talons hauts,
arrivait maintenant en sandales, s'asseyait par terre, écoutait les yeux embués et notait des mots dans son carnet comme quelqu'un qui ne voulait plus jamais oublier. « Maman », dit-elle un jour, tandis que nous organisions les tissus pour le prochain atelier. « As-tu déjà tout pardonné ?» Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée avec l'attention que seule une mère peut offrir après avoir été blessée. « Ma fille, le pardon n'est pas une porte qu'on ouvre d'un coup. C'est une fenêtre qu'on déverrouille petit à petit. Chaque jour, une ouverture de plus. » Elle a compris et n'a pas insisté. Et c'était là le plus grand signe de respect qu'elle pouvait me donner. Les voix de la place ont grandi. Nous avons reçu le soutien du centre culturel de la ville. Nous avons obtenu des tissus, des livres, du matériel sonore, même du transport pour amener les femmes des quartiers plus éloignés. Nous avons organisé la première foire des mémoires, un événement où chacune pouvait exposer ce qu'elle savait faire. Il y avait de la broderie avec des histoires de cousus, des cahiers de recettes anciennes, des cercles de conversation, où chaque larme versée était recueillie avec un mouchoir et une main tendue. Gabriel, le petit-fils de Madame Louise, a chanté une chanson en hommage aux grands-mères. Et Sophie, pour la première fois, a lu un texte qu'elle avait écrit sur moi. Le titre était « La mère que j'ai presque oublié de voir ». Elle a commencé à lire d'une voix tremblante, mais ferme. J'ai grandi avec une femme qui tenait le monde dans ses mains et trouvait encore le temps de tresser mes cheveux et de préparer mon goûter. J'ai grandi sans me rendre compte que la force a une odeur. Odeur de café frais, de linge propre, de giron chaleureux. J'ai grandi en pensant qu'un jour je prendrais soin d'elle. Mais quand ce jour est arrivé, j'ai laissé quelqu'un d'autre décider pour moi. Et aujourd'hui, je demande seulement que, par ce texte, ma voix embrasse la femme qui n'a jamais cessé de m'aimer, même quand j'ai cessé de la voir. La place est restée silencieuse. Puis, une mer d'applaudissements. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, parce que là, à ce moment, ce qui avait été n'importait plus. Ce qui importait, c'était ce que nous étions maintenant. Après l'événement, je me suis assise avec elle au bord du trottoir, pieds nus et un morceau de gâteau à la main. « Sophie, tu es ma fille. Tu l'as toujours été. Et ce que tu as fait m'a brisée. Mais maintenant, te voir ici, à mes côtés, me montre que même un morceau brisé peut servir. Servir à construire quelque chose de nouveau. » Elle m'a serré dans ses bras comme quand elle était petite. Et nous sommes restés là, dans le silence de celles qui savent qu'aimer, c'est aussi recommencer. Cette scène est restée gravée en moi. Car finalement, il ne s'agit pas de ce que l'on perd. Il s'agit de ce que l'on retrouve lorsqu'on décide de regarder en arrière avec d'autres yeux. Après l'exposition, une équipe de l'université nous a contactés pour un projet d'extension. Ils souhaitaient enregistrer en vidéo les histoires que nous avions recueillies au fil des ans. Des entretiens, des mises en scène, des ateliers. Le matériel servirait de ressources pédagogiques dans les cursus d'assistance sociale, de psychologie et d'éducation. J'étais réticente. Je n'ai jamais aimé les caméras. Mais Sophie a insisté. « Maman, ton histoire n'est pas seulement la tienne. C'est celle de toutes celles qui n'ont jamais eu le courage de raconter. » J'ai accepté. Nous avons filmé pendant des semaines, sur des places, dans des cuisines, sur des terrasses. Et dans chaque coin, un souvenir ressurgissait, certains difficiles, d'autres doux, mais tous précieux. L'un des derniers tournages a eu lieu dans mon ancien appartement, celui-là même d'où l'on m'avait invité à partir. Sophie avait récupéré la clé et, avec l'aide d'amis, rénové l'espace. En entrant, j'ai découvert un foyer complètement différent, pas dans les meubles, mais dans l'énergie. C'était un lieu qui respirait l'attention. Sur le mur du salon, un cadre avec une phrase brodée par elle. « Si je suis maison, c'est parce qu'un jour j'ai été refuge. » J'ai pleuré. Non comme quelqu'un qui souffre, mais comme quelqu'un qui remercie d'être encore en vie pour voir le cycle s'achever. À la fin de l'enregistrement, on m'a demandé de laisser un message à d'autres mères qui ont subi le rejet. J'ai réfléchi un moment et j'ai dit
Il n'est jamais trop tard pour replanter ce qu'on nous a arraché. On peut avoir été jeté, mais on ne jette pas ce qui a encore des racines. Et s'il y a des racines, ça finira par fleurir. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise seule sur la terrasse, avec mon carnet sur les genoux. Le vent soufflait doucement et apportait l'odeur de toute la ville. Café, pain, souvenirs, pluie sur le point de tomber. Et j'ai écrit « On m'a traité de gêne, on m'a mise dehors, et pourtant, je suis restée. Je suis restée en moi, là où personne ne pouvait plus me toucher. Et c'est là que j'ai grandi à nouveau. » À la fin des enregistrements, le projet a pris une nouvelle dimension. Les histoires ont commencé à circuler sur des plateformes numériques, des sites universitaires, des blogs de droits humains. Ce qui était local est devenu national. Nous avons reçu des messages de tous les coins de France. Des femmes qui vivaient dans des villages reculés, des dames en maison de retraite, des mères sur le point d'être retirées de leur maison sur décision de leurs enfants, toutes disant la même chose. Merci de parler pour moi. Sophie s'émouvait de chaque nouveau témoignage. C'était elle qui lisait tout, qui répondait, qui organisait les réponses par catégorie pour qu'un jour nous puissions en faire un livre collectif. Et c'est là que j'ai vu en elle quelque chose de nouveau, l'humilité. Cette vanité qui la faisait autrefois marcher à la hâte et regarder devant elle, sans remarquer ce qui venait sur les côtés, a cédé la place à une délicatesse mûre. Elle s'asseyait avec les femmes, apprenait d'elles, non pour se montrer, mais parce qu'elle voulait vraiment en faire partie, et elle en a fait partie, vraiment. Un jour, après une réunion avec des représentants d'un conseil départemental de politique pour les personnes âgées, elle s'est assise avec moi dans la cuisine de Jeanne, désormais aménagée comme espace de rencontre bimensuel de l'École des Voix. Elle tenait une enveloppe dans ses mains comme une petite fille. « Maman, tu as reçu 2 invitations pour parler lors d'une conférence internationale sur le vieillissement. L'une est en Argentine, l'autre au Portugal. » Je l'ai regardée, puis l'enveloppe. J'ai mis du temps à répondre. « Tu sais que je n'ai jamais pris l'avion, n'est-ce pas ?» Elle a ri. Et je n'aurais jamais imaginé que ma mère donnerait des conférences internationales. Le rire fut bref, mais sincère. Et j'ai compris que le temps guérit, oui, si l'on a la patience de le laisser travailler en silence. J'ai accepté les 2 invitations. Et c'est Sophie qui a tout organisé. Passeport, documents, traduction des textes. Durant les semaines qui ont précédé le voyage, elle a dormi chez moi. Elle m'aidait à choisir des vêtements, essayait des coiffures sur mes cheveux. Lors d'une de ces soirées, assise sur le canapé, elle m'a dit « Je voudrais remonter le temps, maman, et empêcher ce que j'ai fait. Si tu le pouvais, peut-être que je ne serais jamais devenue qui je suis maintenant. Et ce serait bien ou mal? Ce serait un autre chemin. Mais j'aime celui que j'ai parcouru. » Elle a posé sa tête sur mon épaule et est restée là, sans rien dire de plus. Le silence parlait pour nous. Le voyage en Argentine fut une expérience que je ne saurais jamais décrire avec justesse. Nous avons été accueillis par des femmes aux cheveux blancs et aux yeux brillants qui dansaient le tango avec fierté de l'âge qu'elles avaient. Moi, qui n'avais jamais imaginé quitter ma ville natale, j'étais là, racontant dans une autre langue ce que j'avais vécu entre 4 murs et un cœur brisé. Et le plus beau fut de constater que, malgré les accents différents, la douleur de l'exclusion et le désir de reconnaissance étaient bel et les mêmes. Au Portugal, lors d'un débat sur l'abandon affectif, une jeune étudiante m'a demandé « Pensez-vous que toutes les filles qui chassent leur mère peuvent se racheter ?» J'ai réfléchi, puis j'ai répondu « La rédemption n'est pas un droit, c'est un choix. Toutes les filles ne reviendront pas, et toutes les mères ne seront pas capables d'ouvrir à nouveau la porte. Mais ce qui sauve, c'est de reconnaître, de ne pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. Je suis revenue en France avec un autre regard, plus large, plus confiant, et avec la certitude que ce qui avait commencé comme une tragédie s'était transformé en instrument de changement pour beaucoup. À mon retour, quelque chose m'a surprise. Le maire de la ville a envoyé une communication officielle déclarant la journée municipale de la voix aînée.
Et avec cette date, ils ont inauguré une salle à la Maison de la Culture, sous le nom Espace Madame Madeleine. C'était un lieu simple mais plein de sens, avec des livres, des couvertures brodées, des vidéos des ateliers et même une maquette de notre stand original du marché. Le jour de l'inauguration, toutes les femmes de l'école des voix étaient salées présentes. Sophie, émue, tenait un bouquet de fleurs sauvages. Moi, parmi elles, je semblais flotter. C'était un jour qui scellait plus qu'une reconnaissance publique. C'était la célébration de toutes les fois où j'avais été traitée de gêne, d'excès, d'obstacles. On m'a invité à dire quelques mots. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au microphone et j'ai regardé toutes ces femmes qui, à un moment donné, étaient arrivées là brisées, désillusionnées ou simplement fatiguées. Nous avons passé toute notre vie à prendre soin des autres, et quand nous pensions pouvoir être soignés, beaucoup nous ont tourné le dos. Mais nous sommes ici, parce que nous ne voulons pas de charité. Nous voulons du respect. Nous ne voulons pas d'applaudissements pour être fortes. Nous voulons de l'espace pour être fragiles quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, cet endroit est le nôtre, mais qu'il serve de refuge à toutes celles qui sont encore mises de côté. J'ai été applaudie, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le regard des plus jeunes présentes. Des filles de moins de 20 ans, tenant des carnets, notant des phrases, visiblement touchées. Après l'événement, Sophie m'a emmenée dîner. Nous nous sommes assises à une table en plein air, sous des lumières suspendues à des fils, qui se balançaient dans la brise légère. « Maman, tu sais qu'il y a encore des gens qui me montrent du doigt, n'est-ce pas? C'est naturel. Toute erreur laisse des traces. Et ça ne te dérange pas? » Ça me dérangeait. Plus maintenant. Parce que ce qui m'importe, c'est le chemin, pas le faux pas. Elle a souri. Et nous avons trinqué avec du jus de pomme. Ce soir-là, j'ai écrit « Le monde a cru qu'il m'effacerait par le rejet de la seule personne que j'ai élevée. Mais l'amour que j'ai planté, même maltraité, a fleuri. Et maintenant, je suis jardin. » Dans les mois qui ont suivi l'inauguration de l'espace Madame Madeleine, la ville a connu un changement discret, mais puissant. La façon dont les gens regardaient les plus âgés n'était plus la même. Avant, beaucoup passaient devant nous comme si nous faisions partie du paysage, immobiles, silencieuses, oubliées sur les balcons. Maintenant, nous étions écoutés, sollicités, invités à donner notre avis. Dans les réunions de la mairie, il y avait des chaises réservées aux représentantes de l'école des voix. Et pour la première fois, des documents publics ont commencé à être rédigés en tenant compte de nos besoins. Je ne faisais pas de discours tous les jours et je n'avais pas envie d'être partout. Il y avait une fatigue que la reconnaissance n'efface pas. Mais en moi habitait une nouvelle fermeté. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la conscience. Que tout ce que j'avais construit de mes mains, de mes mots et de mes larmes avait, enfin, laissé une trace que d'autres pouvaient suivre. Sophie s'est engagée corps et âme dans le mouvement. Elle est devenue médiatrice entre des groupes de femmes plus jeunes et les collectifs du troisième âge. Elle a créé des ponts, rédigé des rapports, organisé des actions communes. Et le soir, chaque fois qu'elle le pouvait, elle rentrait à la maison les yeux brillants de détermination. C'était beau de la voir ainsi. Non comme une compensation pour les erreurs du passé, mais comme une femme entière, avec un passé, oui, mais surtout avec un avenir. C'est elle qui a proposé la création d'un podcast, Mémoire vivante, un espace hebdomadaire où chaque épisode raconterait l'histoire d'une femme âgée de la région. Le micro passait de main en main. Des voix autrefois étouffées résonnaient maintenant dans les téléphones et les radios de marché. C'était un autre type de présence, plus intime, plus durable. Dans le premier épisode, j'étais l'invité. J'ai parlé calmement, avec vérité. J'ai raconté le moment où j'ai été mise dehors, mais aussi l'instant où j'ai découvert que je pouvais vivre même sans toi, tant que j'avais mon propre sol. Et à la fin, Sophie m'a demandé « Si tu pouvais remonter le temps, changerais-tu quelque chose ?» J'ai réfléchi et j'ai dit « Peut-être que je me serais défendue plus tôt. Mais même ainsi,
Aujourd'hui, je comprends que c'est le silence qui m'a fait entendre ce dont j'avais besoin. Cet épisode est devenu viral. Et avec cela, le projet s'est développé. D'autres villes ont commencé à répliquer l'idée. Sont apparues Mémoires de Bretagne, Voix du bitume, Histoire de la fenêtre. Un pays entier, jusque-là habitué à n'écouter que ce qui est nouveau, découvrait maintenant qu'il y avait de la sagesse dans ce qui est ancien. Lors d'un événement dans une commune voisine, j'ai rencontré Madame Élise, une institutrice retraitée qui, à 83 ans, n'avait jamais parlé de l'abandon qu'elle avait subi de la part de son fils. Après m'avoir écoutée, elle s'est approchée et m'a dit « Madeleine, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé à personne. Mais je crois que le moment est venu. » Elle a pris ma main et là même, sur la place bondée, elle a commencé à parler. C'était comme si sa gorge portait des décennies de mots accumulés. Chaque syllabe était une libération. Quand elle a terminé, ses yeux étaient clairs et son rire léger, comme quelqu'un qui enlève un poids dont il ne se souvenait même plus. Cet épisode est devenu un repère. Après cela, nous avons adopté un rituel. Chaque femme qui partageait sa douleur pour la première fois recevrait une broche avec l'inscription « J'ai parlé ». Un geste simple, mais chargé de puissance. Un jour, Sophie est arrivée à la maison avec une idée audacieuse. Et si nous créions une résidence pour les femmes âgées qui ont été éloignées de leur famille? La proposition était de transformer une ancienne école rurale en un espace collectif, non pas comme des maisons de retraite, mais comme un foyer temporaire, un lieu où elles pourraient se reconstruire, apprendre de nouvelles compétences, refaire des liens, un centre de passage entre l'abandon et l'autonomie. J'ai hésité. Tu crois vraiment que les familles vont accepter? Maman, je n'attends pas l'acceptation. J'espère qu'elles auront le choix. Personne ne mérite de dépendre de ceux qui lui ont tourné le dos. C'est ainsi qu'est né le projet Maison Racine. Il a fallu des mois de planification, de partenariat, d'ajustement juridique. Mais quand elle a été prête, ce fut un événement marquant. Les premières résidentes sont arrivées timides, méfiantes. Certaines ne portaient que des sacs de supermarché avec des documents et des sous-vêtements. D'autres apportaient de vieilles photos, des médicaments sur ordonnance et des lettres jamais envoyées. En peu de temps, ce bâtiment silencieux est devenu un foyer, avec de la musique au petit déjeuner, des jardins communautaires, des cours de lecture, des cercles de chant et même un cinéma de fin de semaine. Des femmes de différents endroits, accents et histoires y ont créé une nouvelle façon de vieillir, en compagnie, avec un but, avec un choix. Peu à peu, certaines de ces femmes ont réussi à renouer des liens, pas avec tous les membres de la famille, mais avec ceux qui ont montré un véritable repentir. La Maison Racine n'encourageait pas la réconciliation forcée, mais des rencontres authentiques, avec une base, avec de l'écoute, avec un vrai pardon. Lors d'une de ces réunions, j'ai été abordée par une jeune femme qui pleurait doucement. « Madame Madeleine, je suis la fille de Madame Charlotte. C'est moi qui l'ai mise dehors. Et maintenant, elle m'a dit qu'elle n'accepterait de me voir que si vous étiez présente. » J'ai respiré et j'y suis allée. Je me suis assise à côté de Charlotte, écoutant les deux femmes. La fille a demandé pardon. La mère, d'une voix ferme, a dit que cela faisait encore mal, mais qu'elle voulait essayer de reconstruire quelque chose, même si c'était petit. Elles ne se sont pas étreintes immédiatement, mais à la fin, elles ont convenu de prendre un café ensemble. Et cela, dans ce contexte, était un nouveau départ. Sophie m'accompagnait en tout. Et au milieu de tant de reconstruction, j'ai remarqué qu'elle-même se reconstruisait. Elle n'essayait plus de compenser ce qu'elle avait fait. Elle vivait simplement de façon à ce que cela ne se reproduise plus. Dans ses actions, dans les détails, dans les invitations qu'elle faisait aux femmes pour qu'elles s'expriment sans craindre de paraître trop fragiles. Un après-midi, elle m'a appelée dans la salle de l'espace Madame Madeleine. Elle se tenait devant une toile blanche. « Je veux faire une peinture avec toi, maman. Je n'ai jamais rien peint de ma vie. Mais tu as déjà coloré la mienne. » Nous nous sommes assises et nous avons commencé. Nous avons peint un arbre
avec des branches courbées par le temps, mais avec des fleurs naissant aux extrémités. Sur le tronc, les cicatrices étaient visibles, et pourtant, là se trouvaient les racines profondes, solides, qui ne s'étaient pas laissées arracher. Nous l'avons signé ensemble. Et ce jour-là, j'ai écrit « Ce qui m'a soutenu, ce n'est pas l'amour que j'ai reçu, c'est celui que j'ai insisté à donner, même sans retour. Maintenant, mon histoire fleurit, là où il n'y avait que de la terre battue. » Avec le tableau terminé, Sophie a décidé d'organiser une exposition avec des œuvres réalisées par des mères et des filles qui avaient vécu des expériences d'éloignement et de réconciliation. Elle a invité des artistes locaux, des photographes, des bénévoles de la Maison Racine et même des écrivaines de l'École des Voix. L'événement a été baptisé « Portrait resté debout ». La proposition était simple, montrer que derrière chaque femme âgée, il existe une histoire de résistance qui, même marquée par des absences, n'a pas cessé d'exister. Pendant les préparatifs, nous avons reçu des dons de cadres, de tissus, de pinceaux, de peintures et même de panneaux LED. Les enfants d'une école de la région ont fabriqué des invitations illustrées avec des collages et des lettres dédiées aux grands-mères qu'ils n'avaient jamais connues. La ville entière semblait vouloir, d'une façon ou d'une autre, participer à cela. L'ouverture a eu lieu un soir. Les lumières jaunâtres de la place formaient un couloir accueillant jusqu'au hangar où l'exposition avait été montée. À l'extérieur, une affiche brodée avec la phrase « Ce qui nous a brisés nous a aussi façonnés ». À l'intérieur, un environnement rempli d'histoires sous forme d'images, de broderies, de mots et même d'objets. Une installation a attiré l'attention. 3 chaises vides entourées de fils rouges entrelacés. À côté, un petit texte écrit à la main par l'une des résidentes de la Maison Racine. Personne ne m'appelle plus maman, mais je le suis toujours. Cela touchait profondément. J'ai vu des visiteurs émus. J'ai vu des fils essayant de retenir leurs larmes. J'ai vu des petits-enfants demandant à leurs grands-parents la signification de certaines œuvres. C'était un pont qui se construisait entre les générations, basé sur l'honnêteté et la mémoire. Le tableau que Sophie et moi avions peint était mis en évidence au centre de la salle. Un garçon d'environ 7 ans, en uniforme scolaire, l'a pointé du doigt et a demandé à son institutrice « Pourquoi cet arbre a-t-il des racines plus grandes que sa cime ?» Elle a répondu avec une simplicité qui m'a fait frissonner, parce que c'est là que réside sa force. En entendant cela, j'ai senti que tout ce que nous avions construit avait atteint le cœur des enfants. Et peut-être, à l'avenir, des mères comme moi n'auraient plus besoin de réapprendre à vivre après avoir été mises de côté. Les jours suivants, l'événement a fait l'objet d'articles dans les journaux, d'émissions de radio et de publications sur les réseaux sociaux. Des personnes d'autres villes ont commencé à s'organiser pour apporter leurs histoires. Nous avons reçu des lettres, des vidéos, des enregistrements audio. La douleur avait rompu la barrière de l'anonymat. Et cela, en soi, était une victoire. L'un de ces messages venait d'une dame de Lyon. Elle racontait qu'elle avait été retirée de la maison de son fils parce que, selon sa belle-fille, elle était déjà trop vieille pour vivre dignement. Elle avait été laissée dans une pension improvisée et y avait vécu pendant 3 ans. Un jour, elle a entendu l'épisode du podcast dans une petite enceinte partagée par une voisine. Cela l'a incitée à nous écrire. « Vous ne me connaissez pas, mais je me suis reconnue en vous. Pour la première fois, j'ai réussi à raconter mon histoire sans me sentir coupable de tout. » Nous avons imprimé la lettre et l'avons placée à l'entrée de l'espace Madame Madeleine. C'était un rappel constant que nos paroles traversèrent les frontières, même sans demander la permission. À la Maison Racine, l'activité s'intensifiait. Avec le soutien de la mairie, nous avons pu installer une bibliothèque communautaire, un laboratoire informatique et des salles pour des consultations psychologiques. Les résidentes ont commencé à participer à des cours, à écrire des chroniques, à préparer des conférences. Certaines ont même repris leurs études. Madame Gisèle, 79 ans, a terminé son baccalauréat
et a tenu à porter sa toge même si la cérémonie ne comptait que les amis du foyer et 2 professeurs bénévoles. Elle a dit quelque chose qui m'était resté. J'ai toujours pensé que mon temps était fini. Maintenant, j'ai compris qu'il attendait juste le bon endroit pour commencer. Sophie a organisé un documentaire sur cette nouvelle phase. Elle a enregistré des témoignages, recueilli des images de la place, documenté l'avant et l'après de chaque résidente. À la fin, elle m'a demandé d'enregistrer la dernière intervention. Je me suis assise devant la caméra, j'ai respiré profondément et j'ai dit « Une fille peut te renvoyer, un mari peut t'oublier, la jeunesse peut te quitter, mais la vie te donne toujours un moyen de revenir à toi-même si tu décides de ne pas t'effacer. » Le film a été présenté dans un festival indépendant et a reçu une mention honorable. Non pas pour ses ressources techniques, mais pour la vérité qui débordait dans chaque scène. C'était la preuve qu'il n'était pas nécessaire d'inventer du drame. Il suffisait de montrer ce qui est réel quand c'est vécu avec courage. Peu après le festival, une proposition nous a prises par surprise. Une maison d'édition voulait transformer le projet de l'École des Voix, de la Maison Racine et de l'Espace Madame Madeleine en une trilogie de livres. Non pas en se concentrant sur mon histoire, mais sur toutes celles qui s'étaient entrelacées tout au long de ce parcours. Nous avons passé des semaines à organiser le contenu. Sophie coordonnait tout avec une précision qui me surprenait. Elle n'était plus la femme qui regardait constamment sa montre, mais quelqu'un qui comprenait la valeur de chaque pause. Lors d'une de ces réunions, elle m'a prise à part. « Maman, il y a quelque chose que je veux faire depuis longtemps, mais j'ai attendu de me sentir prête. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. À l'intérieur, un document d'enregistrement. C'était l'acte de propriété de l'appartement où nous vivions avant que tout n'arrive. Son nom et le mien y figuraient côte à côte. Je veux qu'il soit vraiment à nous, parce que j'ai enlevé le sol sous tes pieds. Et maintenant, je veux te le rendre, non pas avec culpabilité, mais avec respect. Je suis restée sans voix. J'ai pris le papier avec soin, et à cet instant, ce n'était pas le document qui importait, c'était le geste, c'était la reconnaissance de la valeur qui avait été niée auparavant. Cette nuit-là, Sophie a dormi chez moi. Pour la première fois depuis des années, nous avons partagé le même toit en paix. Nous nous sommes levés tôt. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Et assise sur la terrasse, elle m'a demandé « Tu ressens encore de la colère ?» Non, mais je n'oublie pas non plus. Et c'est bien. Oublier serait comme effacer ce qui a fait de moi ce que je suis. Elle a acquiescé, et nous sommes restés là à observer le jour se lever. Avant de dormir, j'ai écrit « Parfois, la justice ne vient pas des tribunaux ni des demandes de pardon. Elle vient quand quelqu'un te regarde dans les yeux et sans rien dire, te reconnaît comme celle qu'on n'aurait jamais dû cesser de voir. » Le lancement de la trilogie a dépassé toutes les attentes. Le premier volume, intitulé « Voix qui persistent », s'est épuisé en prévente et a été adopté par des universités, des clubs de lecture et des centres communautaires à travers le pays. Le second, Sol de mémoire, abordait les liens renoués et le troisième, Racines en mouvement, se terminait par des récits des transformations que le projet avait provoquées, tant chez les femmes que dans les communautés. La ville est devenue un point de référence. Des étudiants venaient de loin pour visiter les espaces. Des professeurs créaient des projets inspirés des cercles de conversation. Le tourisme local, qui se limitait auparavant aux fêtes traditionnelles, incluait désormais des visites guidées à la Maison Racine et à l'espace Madame Madeleine. Une nouvelle génération a commencé à s'impliquer. Les jeunes organisaient des soirées intergénérationnelles, des événements d'échange de lettres entre petits-enfants et grands-parents, des expositions avec des illustrations des histoires racontées dans les épisodes du podcast. C'était comme si un cycle de silence avait finalement été rompu, non pas avec du bruit, mais avec de la présence. Sophie a été invitée à parler lors d'un symposium sur la réconciliation familiale à Marseille. Là,
Elle a partagé la tribune avec des thérapeutes, des travailleurs sociaux et des militants. Elle n'avait pas de formation académique, mais son discours a été l'un des plus percutants. La plus grande excuse qu'une personne puisse offrir est de changer sa façon d'agir, a-t-elle dit. Et parfois le changement doit commencer bien après l'erreur, quand l'autre personne n'attend plus rien. Après l'événement, l'un des organisateurs a confié qu'il n'avait jamais vu un public aussi captivé par un témoignage personnel. Et moi, en écoutant tout, j'ai réalisé que c'était la même fille qui, des années auparavant, avait cédé à l'opinion d'un homme qui voulait l'éloigner de sa propre mère. La même qui, un jour, avait emballé mes valises avec des justifications douces et une hâte inconfortable, mais qui maintenant se consacrait à redonner un sens à sa propre histoire. C'est elle aussi qui a organisé la première Marche des femmes ineffaçables, un défilé dans les rues de la ville avec des banderoles, des affiches et des chansons créées par les participantes. L'idée était d'occuper l'espace public avec nos visages, nos noms et notre existence. Chaque femme portait avec elle un objet symbolique de sa propre trajectoire, un tablier, une lettre, une photographie, une pièce de crochet. J'ai apporté la broche que Sophie m'avait offerte, celle avec les mots brodés « Tu as coloré ma vie ». Nous avons marché pendant près de 2 heures. La population observait avec respect. Certains applaudissaient, d'autres étaient émus. Sophie menait la marche, mais pas comme protagoniste, simplement comme l'une des nombreuses femmes qui refusaient d'être oubliées. À la clôture, un manifeste a été lu. Chaque paragraphe était ponctué par des voix différentes. Quand mon tour est arrivé, j'ai lu d'une voix ferme. Être âgé n'est pas être un fardeau, c'est être un socle. Ce n'est pas une fin de parcours, c'est une continuité. Ceux qui nous veulent silencieuses craignent ce que nos histoires peuvent changer. La place a explosé en applaudissements. Et moi, là, le cœur ouvert, j'ai senti que mon parcours, qui avait commencé dans le silence d'une chambre avec une valise prête, résonnait maintenant dans les couloirs des écoles, dans les cercles des marchés, dans les chansons que les enfants apprenaient à l'école. Quelque temps plus tard, nous avons reçu une invitation du ministère de la Solidarité. Ils souhaitaient créer un programme national inspiré du modèle de la Maison Racine. Ils nous ont demandé de participer en tant que consultantes pour le projet pilote. Sophie et moi avons voyagé pour des réunions techniques, découvert des expériences similaires dans d'autres régions, échangé des idées avec des experts. Et dans chaque ville, il y avait au moins une femme qui, en nous reconnaissant, s'approchait et disait « J'ai vécu cela. On m'a mise dehors, j'ai presque disparu. C'est dans ces moments que je comprenais. Ce que nous avions créé n'était pas seulement une structure, c'était du sens, c'était un réseau. » Lors d'un de ces voyages, à Nice, une dame nous a raconté qu'elle avait été conduite dans un foyer contre sa volonté. La raison ? Sa fille disait qu'elle se mêlait trop. Quand nous avons demandé ce qu'était cette intrusion, la réponse fut presque absurde. Je donnais des conseils. Elle vivait maintenant dans une petite chambre, mais disait qu'après avoir écouté notre podcast, elle avait commencé à s'écrire des lettres, tous les jours, comme moyen de ne pas oublier qui elle était. J'écris pour me rappeler que ma vie ne commence pas au moment où l'on m'a écartée. Elle commence bien avant, et elle n'est pas encore terminée. Nous avons transmis son histoire au programme ministériel, et elle a été incluse parmi les cas méritant une réévaluation fondée sur le droit à l'autonomie et à la dignité. Tandis que le projet national s'étendait, nous avons décidé d'élargir notre action locale. Nous avons ouvert la Maison Semence, un espace dédié à la formation des aidants et des soignants, centré sur l'affection et l'empathie. L'idée était simple, enseigner l'importance du soin basé sur l'écoute, la patience et la reconnaissance de l'histoire de la personne dont on s'occupe. Les cours étaient dispensés par des femmes de l'école des voix. Je parlais du silence, Sophie de la reconstruction et d'autres de leurs expériences. L'impact a été immédiat. Hôpitaux et cliniques ont commencé à envoyer leurs professionnels. En peu de temps, les familles elles-mêmes s'inscrivaient, désireuses d'apprendre à prendre soin avec plus d'humanité.
C'est durant l'un de ces cours qu'une jeune infirmière a demandé « Madame Madeleine, vivez-vous encore avec la peur d'être écartée à nouveau ?» J'ai respiré profondément. La peur, on l'a toujours. Mais maintenant, si un jour quelqu'un essaie, il trouvera plus de personnes prêtes à me tenir la main. Après le cours, elle m'a remis un bracelet fait de perles. Elle m'a dit qu'elle l'avait confectionné en pensant à moi. Il portait un mot central. Lumière. Je l'ai porté pendant des semaines. C'était mon rappel quotidien que même après la nuit la plus sombre, il y a toujours quelqu'un qui porte une allumette dans sa poitrine. Sophie a commencé à documenter les coulisses de tout. Témoignages spontanés, préparatifs des rencontres, photographies d'eau des mains qui écrivaient, des yeux qui écoutaient, des épaules qui accueillaient. Elle a dit qu'elle prévoyait de créer un musée numérique, non pour nous enfermer dans le passé, mais pour montrer que toute histoire mérite d'être racontée tant qu'elle palpite encore. Un soir, en fermant l'espace Madame Madeleine, nous nous sommes assises ensemble sur la terrasse. Le ciel était clair, les lumières de la ville clignotaient paresseusement, et le vent soufflait doucement. Elle m'a regardée et m'a demandé « Maman, es-tu fière de moi ?» J'ai pris sa main. Plus que cela. Je suis fière de la femme que tu t'es permis de devenir. Non pas parce que tu as effacé ce que tu as fait, mais parce que tu as eu le courage de regarder cela et de choisir un chemin différent. Elle a pleuré, et j'ai pleuré avec elle. Cette nuit-là, j'ai écrit « Nous ne sommes pas définis par le moment où l'on nous a blessés. Nous sommes faites de ce que nous faisons après la douleur. Et j'ai choisi de marcher et d'emmener avec moi ceux qui ont eu le courage de revenir. Le temps a passé comme lui seul sait le faire, sans demander la permission, sans rien promettre. Quand je m'en suis rendu compte, cela faisait plus de 5 ans depuis le jour où j'étais partie de chez moi, les yeux pleins de chagrin et la valise chargée de silence. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne porte plus ce poids. Ce qui était une blessure est devenu une marque. Pas de celle qu'on cache, mais de celle qu'on montre pour dire « j'ai survécu » et ce n'était pas en vain. La Maison Racine s'est agrandie. Avec le soutien du gouvernement et d'institutions privées, nous avons réussi à ouvrir des antennes dans 3 autres régions. L'École des Voix est devenue une référence dans les programmes communautaires de soutien aux personnes âgées. L'espace Madame Madeleine est devenu un centre culturel avec une programmation régulière, des expositions, des pièces de théâtre et un petit studio où nous continuons d'enregistrer le podcast. Sophie est maintenant directrice d'un institut dédié à la valorisation de la maternité tardive et du vieillissement avec un sens. Elle voyage, donne des conférences, supervise des projets. Mais chaque semaine, elle rentre encore à la maison, elle déjeune avec moi, elle m'écoute, elle m'invite à marcher sur la place. Et de temps en temps, elle me surprend avec un nouveau projet ou un simple mot laissé sur la table. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos quand je t'ai tourné le dos. Nous avons reconstruit ce qui semblait irrécupérable. Non pas parce que nous avons fait semblant que rien ne s'était passé, mais parce que nous avons choisi de transformer la douleur en quelque chose de plus grand que nous. Aujourd'hui, elle n'essaie pas de compenser. Et je n'essaie pas d'oublier. Nous marchons côte à côte, reconnaissant que le lien entre mère et fille peut être endommagé. Mais quand il y a du courage des 2 côtés, il peut être recousu. Récemment, j'ai reçu un hommage national. Un prix de reconnaissance pour mes contributions sociales au vieillissement actif et digne en France. Nous sommes allés à Paris. J'ai été accueillie avec des fleurs, un discours officiel, une plaque dorée portant mon nom. Mais plus que tout, j'ai été accueillie avec respect. Durant la cérémonie, on m'a demandé de faire un discours. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au microphone, j'ai regardé l'audience remplie d'autorités, de femmes âgées, de jeunes étudiants, de représentants de mouvements sociaux, et j'ai parlé. Un jour, on m'a traité de gêne. On a dit que je dérangeais, que ma présence était inconfortable. On m'a sorti de chez moi comme on éloigne un vieux meuble. Mais je n'ai pas disparu. Je me suis transformée. Aujourd'hui, je suis la preuve que toute femme réduite au silence peut un jour trouver sa propre voix et que personne,
absolument personne, n'a le droit d'effacer l'histoire de quelqu'un qui est encore en vie. J'ai reçu une ovation debout, et parmi ces applaudissements, j'ai vu Sophie, les yeux brillants. Elle ne pleurait pas de culpabilité, elle pleurait de fierté. Et cela a peut-être été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Au retour, j'ai écrit dans mon carnet « Je ne suis pas devenue forte parce que je le voulais. Je le suis devenue parce que personne ne m'a laissé le choix. Mais maintenant, je choisis d'être un exemple. Parce qu'être reconnu pour avoir survécu, c'est bien. Mais être reconnu pour avoir transformé ma douleur en pont, ça, c'est une victoire. Aujourd'hui, je continue à me lever tôt. J'aime le silence du matin, l'eau sur le feu, l'odeur du pain qui cuit. Mais maintenant, tout a un autre sens, parce que je ne suis plus cette femme poussée dans un coin de la pièce. Maintenant, je suis celle qui s'assied au centre du cercle et écoute, qui parle quand c'est nécessaire et se tait quand c'est sagesse. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que cette histoire a touché une part de vous aussi. Alors dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir par où ces mots cheminent. Si cette histoire a eu du sens pour vous, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que toute expulsion n'est pas une fin. Parfois, c'est un commencement, le début d'un nouveau chemin, d'une vie qui recommence avec dignité, avec écoute, avec présence. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je suis Madeleine, et aujourd'hui, plus personne ne me délogera.